just decided to focus my entire life into music. He was a boss from the beginning. He had a vision of how he wanted it to go down, and that's the way it went down. I'm getting the feeling that the best part of my career is still ahead of me. Mr. Luther Vandross. The music industry is mourning the loss of R&B singer and 7-time Grammy winner Luther Vandross this morning. Luther Vandross, c'était un petit génie de la musique soul qui maîtrisait les ballades romantiques comme personne. Il a captivé le monde entier avec sa voix douce et ses paroles dans ses chansons. Et pourtant, derrière ces paroles empreintes d'amour et d'émotion, des paroles qui ont fait pleurer et danser des millions de gens, se cachait une réalité bien différente. Celle d'un homme qui, malgré son immense talent et sa renommée internationale, n'a jamais réellement connu l'amour. Aujourd'hui, on découvre l'homme derrière l'artiste et la solitude profonde qui a façonné l'artiste qu'il était. Luther Ronzini Vandross Jr. a vu le jour le 20 avril 1951 en plein cœur de New York. Il a grandi dans des logements publics entouré d'une famille qui a baigné dans la musique. Sa mère, Marie Ida, était infirmière et son père, Luther Sr., fabriquait des chaises, mais il lui arrivait aussi d'aller chanter dans son temps libre. Luther, quant à lui, dès tout petit, il respirait déjà la musique. Notamment grâce à son père qui en était passionné et qui a transmis cette passion à son fils. Leur relation tournait d'ailleurs énormément autour de la musique et son enfance sera rempli de moments joyeux avec ses parents. Des rires dans le salon familial, des danses improvisées, des journées à la plage, tout était au mieux dans le meilleur des mondes, mais cette histoire allait finalement prendre une tournure tragique. En 1959, après une journée heureuse à la plage, le destin du petit Luther allait prendre un sacré coup. Son père, qui souffrait de diabète, va alors soudainement décéder. À ce moment-là, Luther n'avait que 8 ans, et ce moment va profondément marquer sa vie. Des années plus tard, en 2002, il confiera dans une interview qu'il n'a jamais réussi à soigner cette douleur. À chaque fois qu'il voyait une relation père-fils à la télévision ou au cinéma, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait manqué avec son père. Et après ce drame qui a bouleversé sa vie, Luther ne sera plus jamais ce même petit garçon. Et pour retrouver un peu de son père, il va prendre refuge dans la musique. Comme si ces petits moments où il créait de la musique, où il écoutait de la musique, étaient une sorte de parenthèse qui lui permettait d'oublier la perte de son père. Et d'ailleurs, toute la famille adorait la musique, sauf peut-être la mère de famille qui n'y voyait pas réellement un avenir pour ses enfants. Par exemple, la grande sœur de Luther, Patricia, chantait très souvent. Elle faisait même partie d'un petit groupe local nommé The Crests, qui était composé de 4 jeunes hommes et de Patricia. Step by step, I fell in love with you, and step by step, it wasn't hard to do. Alors, si vous vous demandez pourquoi Patricia n'apparaît pas dans ce clip, eh bien, c'est très simple. Dans les années 50, le groupe était sur le point de percer et il s'apprêtait à faire une tournée nationale. Logiquement, Patricia a demandé à sa mère la permission de partir en tournée avec son groupe. Le problème, c'est qu'elle partait seule avec 4 hommes et à cette époque-là, c'était pas vu d'un bon œil. Et de cette façon, la mère de famille a mis fin au rêve de sa fille. Patricia a dû quitter le groupe et un an plus tard, les Crests, à présent composés de 4 hommes, ont cartonné à travers les États-Unis, alors que Patricia, elle, était restée à la maison, rêvant toujours de sa chance manquée. Bref, c'est en voyant ça que Luther s'était promis que lui allait tout faire pour réussir dans la musique. Et la première fois qu'il se rendra au théâtre sera une véritable révélation pour lui. Dans l'obscurité des salles, il va découvrir de grands noms de la musique comme Diana Ross ou Aretha Franklin. Mais ce sera Dionne Warwick, une grande chanteuse de pop et de soul qui allait véritablement devenir son modèle. Il a étudié sa voix, sa façon de se comporter sur scène, son style. Et comme tout bon élève, Luther n'a pas juste admiré, il a pris des notes, il a scruté chaque mouvement, et ça sans savoir que des années plus tard, il réaliserait son rêve en chantant en duo avec elle. Why did you say you were influenced by 3 female singers, all of whom are great, by the way? Yeah, well, Dionne, Aretha, and Diana were always my favorite singers. I remember the Murray Decay shows at the Brooklyn Fox Theatre. That's where I first saw Dionne Warwick and decided at that point that I wanted to do it also. Bref, c'est en découvrant tous ces stars de la musique sur scène que Luther décidera que lui aussi voulait transmettre des émotions, qu'il voulait émouvoir comme il l'avait été. Et c'est là que la petite étincelle en lui venait de s'allumer et que désormais, plus rien ne pourra l'arrêter.
À l'âge de 15 ans, Luther Vandross était déjà certain d'une chose, la musique, c'était son truc. C'était instinctif. Alors, l'année suivante, il monte un groupe de chant avec un groupe de potes. Le groupe se fait appeler Shades of Jade et il participait à des concours de chant toutes les semaines et même s'il perdait souvent, ça ne les empêchait pas de s'amuser. Et comme tous les jeunes de son âge, Luther Vandross lui aussi commençait petit à petit sa vie d'adulte. Pour la première fois, Luther avait un truc en tête, l'amour. Il était tombé fou amoureux d'une personne et lui avait partagé ses sentiments. Malheureusement, il se prendra un vent monumental et là encore, ce sera un vrai coup de poignard dans son cœur. Pour gérer cette douleur, Luther a alors trouvé son remède, la nourriture. Mais malgré son cœur brisé, Luther devait continuer à travailler sur son rêve, faire de la musique son travail. Et ses échecs personnels n'ont jamais eu raison de ses objectifs. Au contraire, ils l'ont poussé à se dépasser, à ne jamais abandonner, et c'est comme ça qu'une star a commencé à se dessiner. Avec son groupe Shades of Jade, qui avait désormais adopté le nom de Listen My Brother, Luther a rejoint un programme du légendaire Apollo Theater à New York. Le groupe commençait alors petit à petit à trouver des endroits où il pourrait se faire remarquer. Et soyons honnêtes, dans ce groupe qui était composé de plus de 10 chanteurs, Luther était clairement celui qui se démarquait. Sa voix douce et fluide sortait largement du lot, tout le monde l'adorait, et pourtant, pendant que tout le monde sortait avec une petite copine à 18 ans, Luther, lui, n'avait toujours pas trouvé son premier flirt. En même temps, toute sa vie tournait autour de la musique. Une fois son diplôme en poche, il a décidé de tout miser sur la musique, absolument tout, et c'est là qu'un de ses premiers grands moments est arrivé. Luther a composé une chanson pour une nouvelle version du Magicien d'Oz à Broadway et le public a immédiatement accroché. Cette chanson lui a ouvert énormément de portes, suite à quoi il a quitté le cocon familial pour découvrir un tout nouveau monde, celui de l'industrie musicale. Un jour, Luther Vandross se retrouve dans un studio un peu spécial, celui de David Bowie. Pour les plus jeunes d'entre nous, David Bowie, c'était un extraterrestre du rock qui a révolutionné la musique avec des tubes légendaires. Alors, vous allez peut-être me dire, comment est-ce que Luther Vandross s'est retrouvé à côté de ce gars-là? Eh bien, c'est assez simple. Il a reçu un petit coup de pouce de sa meilleure amie, qui était mariée au guitariste de David Bowie. Et en étant encore inconnu du grand public, Luther se retrouve par hasard à écouter un brouillon de l'album de David Bowie nommé Young Americans. Sans pression, Luther commence alors à donner quelques suggestions pour améliorer les morceaux. Et en voyant que Luther est plutôt de bons conseils, David Bowie décide alors de l'engager immédiatement. D'ailleurs, l'album de Bowie deviendra son plus grand succès aux États-Unis. Hasard? Je ne crois pas. Et non seulement Luther chantera les chœurs dans l'album, mais il crée aussi des arrangements et transforme l'une de ses propres compositions pour créer un titre pour David Bowie. Rien que ça. Le résultat de cette collaboration, Luther passe du studio à la scène, d'abord comme choriste, puis en première partie des concerts de Bowie. Et après être parti en tournée avec David Bowie, Luther n'a pas perdu une minute pour saisir une nouvelle opportunité. Cette fois, il travaille avec Bette Midler, une chanteuse célèbre à Hollywood. Et cette fois encore, il se glisse parmi les choristes. Enfin, presque. Les choristes de Bette, surnommés les Harlettes, étaient un trio bien connu, généralement mince et féminine, c'était pas vraiment le style de Luther. Du coup, lui, il chantait, mais caché dans l'ombre, derrière un rideau et sans jamais montrer son visage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt triste, mais tout ça c'était sur le point de changer. Parce que Luther, lui, il n'était pas fait pour rester dans l'ombre. Bien au contraire. Luther voulait qu'on l'entende et qu'on le voie, et il en avait même besoin. Et pourtant, il doutait de pouvoir briller en solo. Et il formera alors à nouveau un groupe avec lequel il enchaîna des singles à succès modeste. En parallèle de ça, il écrivait des jingles pour payer les factures, et il prêtait sa voix en arrière-plan pour des stars comme Chaka Khan, Roberta Flack et Diana Ross. À cette époque, il gagnait environ 600 000 $ par an, autant dire que c'était plutôt pas mal pour quelqu'un qui, officiellement, restait dans l'ombre. Mais en 1980, la roue va tourner pour Luther. Il va alors être repéré par un homme, un businessman, qui va lui proposer d'intégrer un groupe de musique nommé Change. Et de cette façon, un peu par chance, Luther va faire son arrivée dans les charts américains. Avec tout ça, ça marche plutôt bien pour lui. Il y a en fait une seule ombre au tableau, il est assez mal payé, voire pas du tout, par ce businessman en question. En gros, il fait partie d'un groupe, mais son travail dans ce groupe lui rapporte rien du tout. Du coup, quand l'échec tarde à arriver, il décide de claquer la porte. C'est pas bien grave, parce que son heure de gloire est alors vraiment arrivée.
Et là, c'est du sérieux. Parce que la même année, il décroche son tout premier contrat solo avec Epic Records. Cette fois, terminé de jouer les seconds rôles, de rester en retrait dans un groupe, et Luther s'empare enfin du rôle principal de sa propre vie. En 1981, Luther Vandross entre en scène, en solo, avec un tout premier album. Mais surtout, il arrivera avec un single écrit par lui-même qui fera le tour du monde. Le morceau parle d'un amour débordant, d'un sentiment si intense qu'il n'est jamais trop, et Luther parle avec passion sur l'excitation, la joie et la gratitude d'avoir une personne spéciale dans sa vie, avec notamment des paroles comme celle-ci. Shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. Ici, Luther nous explique que cet amour unique est irremplaçable, et au fil du temps, cette mélodie et ce groove funky a fait de la chanson un classique de la soul et du R&B. C'est comme ça que les années 80 deviennent son terrain de jeu en sortant plusieurs albums à succès, et il aura aussi une collaboration avec Aretha Franklin, l'une de ses idoles d'adolescence. Mais même si ces deux artistes s'admiraient énormément, leur relation était pour le moins électrique, ils se disputaient très souvent. Mais bon, malgré ça, ils créeront ensemble des albums mémorables comme Get It Right, qui a été un grand succès pour Aretha. Tout ça, c'est très bien, mais l'événement qui sera vraiment marquant sur cet album, c'est sa collaboration avec sa plus grande idole, Dionne Warwick. Encore plus que ça, Luther et Dionne deviendront de grands amis, et Luther, qui, adolescent, rêvait en l'écoutant chanter, partageait à présent la scène avec elle. C'était donc une vraie consécration pour lui. Get up at a rocking chair. How can you boogie there? Don't you know everyone is jamming? En 1985, Luther Vandross a troqué son rôle de superstar pour devenir dénicheur de talent. Parce qu'en regardant l'émission Star Search, il tombe alors sur un certain Jimmy Salvemini, un jeune Italien de 14 ans avec un talent fou. Séduit par son talent, Luther contacte alors Jimmy et son frère Larry, qui le manageait à l'époque, et leur demande alors tout simplement de se donner rendez-vous à Los Angeles pour travailler ensemble. Et là-bas, il ne se contente pas simplement de donner quelques conseils, parce qu'il va carrément aller jusqu'à produire entièrement le premier album de Jimmy Salvemini. Et évidemment, entre deux sessions de studio, Luther tissait des liens forts avec Jimmy et son frère Larry. Mais là encore, cette bonne ambiance a malheureusement fini par tourner au drame. Alors que Luther était au volant de sa Mercedes en compagnie de Jimmy et Larry, il finira par perdre le contrôle de sa voiture. Suite à cet accident, Luther s'en sortira avec des blessures légères, mais Jimmy sera gravement touché, avec un poumon perforé. Quant à Larry, malheureusement, il finira par décéder à l'hôpital. Ce drame a marqué Luther à jamais, laissant une cicatrice bien plus profonde que toutes celles visibles. Et comme si cette épreuve n'était pas assez compliquée à vivre pour Luther, il sera aussi accusé d'homicide involontaire. Heureusement, après quelques temps, les charges seront abandonnées, mais il a dû tout de même régler une plainte civile pour un montant de 630 000 $. Mais pour Luther, ça, ce n'était rien. Ce qui lui faisait vraiment du mal, c'était évidemment d'avoir perdu l'un de ses meilleurs amis. Cette tragédie l'a profondément marqué, et Luther, fidèle à lui-même, n'en parlera jamais publiquement, même si son chagrin était palpable. Pourtant, même en étant en pleine tourmente, il réussira à sortir un album qui consolida son statut d'icône de R&B. Mais malgré cette façade du succès, la vie personnelle de Luther, quant à elle, était un vrai champ de bataille. En 1987, il apprendra le décès de son batteur Yogi Horton, ce qui le rendra dépressif. Et face à ce chagrin, il trouvait du réconfort dans la nourriture, ce qui l'amena à prendre plus de 50 kilos. Il entrait comme ça petit à petit dans une sorte de cercle vicieux, et le Luther que les fans croisaient dans la rue était bien différent du Luther qu'ils voyaient dans les clips de musique. In a good place now in your life? Depends on when you ask me whether or not it's a good place. Are you happy? It depends. It also depends on when you ask. Asking right now, no, not particularly. Pourtant, son public, ses vrais fans, l'adoraient, et ça, peu importe les apparences. Parce que même couvert d'une couche de paillettes, c'était toujours son immense talent qui brillait le plus fort. Mais attention, parce que même si Luther pouvait se montrer fragile de temps en temps, il restait néanmoins une vraie superstar, et certains le qualifiaient même de diva. Mais on parle ici du type de diva qui entre dans une pièce et qui capte immédiatement l'attention de par son talent, et non pas de par ses caprices. Bon. Peut-être un peu, parce qu'après tout, Luther savait ce qu'il valait, et il n'hésitait pas à tenir tête aux plus grandes stars de l'époque.
Même si ses chansons respiraient l'amour, ses relations avec d'autres stars étaient parfois moins douces. Prenons la chanteuse Anita Baker, par exemple. Leur dispute démarre en 1987 lors des Grammy Awards. Les deux avaient alors prévu de chanter en duo, mais le soir même, Anita changea ses plans et se renda seule sur scène, sans même prévenir Luther. Évidemment, pendant leur tournée en commun quelques temps plus tard, le climat était devenu glacial. Luther avait même été jusqu'à installer des rideaux et mobiliser la sécurité pour éviter de croiser Anita en coulisses. Mais bon, Anita n'était pas la seule à connaître ce genre de tension avec Luther. En 1993, le groupe En Vogue en a fait les frais sur leur tournée avec Luther. Les membres du groupe avaient signé un contrat assez particulier, disant qu'elle serait payée $55 000 par concert, mais uniquement sous des conditions très strictes. Elle ne pouvait par exemple pas porter certaines couleurs ou certains styles de vêtements, ni faire des choses que Luther jugeait incompatibles avec l'image qu'il voulait projeter sur scène. Finalement, ce qui devait arriver arriva, et le groupe a fini par subitement quitter la tournée à cause de ses querelles avec Luther. Pourtant, derrière ces disputes, Luther vivait des moments assez sombres. Sa sœur Patricia décède pendant ce temps-là, et son manager de longue date, Billy Bass, qu'il avait toujours soutenu, a fini par l'abandonner en déclarant que Luther éprouvait beaucoup de malheur dans sa vie personnelle et que lorsqu'il était malheureux, Luther avait cette tendance à rendre la vie de ceux qui l'entourent tout aussi difficile. Sur scène, il illuminait les salles, mais en coulisses, la solitude était pesante. Quand Luther rentrait de ses tournées, il n'y avait personne qui l'attendait à la maison. En réalité, il incarnait à lui seul le fait que des célébrités, des superstars pouvaient ressentir une solitude immense. À cette période-là, il a sorti Songs, un album de reprises sur lesquels on retrouvait des versions de Lionel Richie et un duo avec une autre diva, Mariah Carey. Mais malgré ses réussites commerciales, l'album sera énormément critiqué, certains affirmant même qu'il manquait d'authenticité. C'était un moment compliqué pour Luther, et dans ce tourbillon de critiques, il décida enfin de faire une pause. Pendant ce temps-là, il se consacrait à ce qui comptait réellement, sa santé, en s'entraînant dur et en suivant un régime strict. Parce que, oui, il avait quand même atteint les 140 kilos, et à présent, il voulait se prendre en main. C'est comme ça qu'en 2003, il se lance dans ce qui serait son dernier album studio, dont le single principal sera un pur bijou, une chanson dédiée à son père décédé. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Bien qu'il ait fait des efforts pour se prendre en main, Luther n'a jamais réellement su échapper à ses problèmes de santé et ses problèmes liés à son poids. Et en avril 2003, il subit un grave accident vasculaire cérébral, un drame qui le plonge dans le coma pendant près de 2 mois. Cela affectera sa capacité à parler et à chanter, et les 2 années suivantes seront consacrées à une longue convalescence. Mais même face à cette épreuve, Luther aspirait toujours à l'amour. Un de ses proches collaborateurs confia un jour qu'il était désespérément à la recherche d'un petit ami dans les dernières années précédant sa mort. D'après lui, Luther mourait d'envie de trouver sa moitié, et c'était en réalité un secret pour personne dans le milieu du show business. Et ce paradoxe, celui de l'homme qui chantait des chansons d'amour, mais qui en réalité n'avait personne avec qui partager ses derniers instants, était à la fois tragique et fascinant. Every song that I was able to listen to was about love, one song about partying. Okay, right. But everything, why do you sing about love all the time? Because love concerns people. Love is something everybody is trying to get right. Now that I think about it, there's not much else you can write about. I mean, you could do a political song or... But what else is there to write about? Have you ever thought about another song? Another type of song? Yeah, I've thought about that, but there's other... You gotta be allowed your expression. You know what I'm saying? You don't tell Picasso not to use blue when he's in his blue period, you know what I'm saying? Picasso, why don't you try some purple? You know, why don't you try some red? You know what I'm saying? You just don't do that. So everybody has to be allowed his own expression, you know, and that's what I think about all the time. So it ends up in the songs. Malgré sa solitude, Luther n'a jamais été réellement complètement seul. Sa famille était là et sa mère fera même des apparitions publiques en son honneur, allant même jusqu'à recevoir son dernier prix aux American Music Awards. Et bien sûr, en plus de ça, Luther a toujours eu cet amour inconditionnel de ses vrais fans. Mais bon, l'amour romantique, cette envie d'avoir quelqu'un à ses côtés pour partager sa vie, lui échappait toujours. Et donc même s'il en rêvait, il n'a jamais eu ce genre de relation dont il parlait dans ses chansons. Évidemment, Luther a eu quelques partenaires ici et là,
Mais cet amour intense, qui se ressent dans chaque note de ses plus grands classiques, n'a malheureusement jamais été à lui. Sa dernière apparition publique aura lieu en mai 2004, lorsqu'il est invité sur le plateau d'une émission. Et enfin, le 1er juillet 2005, Luther Vandross finit par s'éteindre à l'âge de 54 ans. Luther s'en est allé en étant un homme certes seul, mais surtout en étant un homme rempli d'amour. Et à travers ses paroles pleines de sincérité, il a inspiré des millions de personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime, en vous abonnant et en activant la cloche pour savoir quand je sortirai une prochaine vidéo. D'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui suivent la chaîne et qui mettent des commentaires. Ça fait énormément plaisir. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.